passionnante. Nous avons un petit cumul de retard qu'on essaiera, Inch'Allah, de rattraper au fur et à mesure des différentes communications. Entre autres, honneur fait à notre cher maître, le professeur Luis Monnier, et je voudrais bien sûr présenter son dernier livre qui a été publié donc cette année à la SFD et ici en avant-première au Maroc, qui est le 55 démarches cliniques en diabétologie. C'est un document qui est extrêmement important et valeureux. 55 cas cliniques de diabétologie pratiques. Ce document a été apprécié par l'école anglophone et qui chercheront à le traduire en anglais, ce qui serait une des rares situations de traduire des livres de l'anglais en français. Bien sûr, il est présenté ici avec Marilyn. Normalement, ici, il y a une bonne promotion parce qu'elle a mis un tarif étudiant à la fac. Il faudrait en profiter parce que normalement, elle le vend à, je pense, 700 dirhams. Ici, 800. Le prix étudiant 800. Je ne sais pas. La question du prix n'est pas importante pour dire qu'on a un document de travail du bureau. Il est extrêmement important. Hommage aussi fait à notre cher professeur Bernard Baudusseau pour le document qui est un document public. Un document tout public. Le diabète, tout ce qu'il faut savoir. Il n'est pas cher, mais il est très utile pour le grand public. Et ça, c'est... Parfois, on a des gens qui demandent est-ce que je peux avoir une idée sur mes problèmes de maladie. Bien sûr, quand on leur donne des titres qui émanent des ténors de la diabétologie mondiale, on sait ce qu'on a fait. Bien sûr, hommage aussi, encore une fois, au professeur Luis Monnier, qui, la dernière publication est le grand livre qui s'appelle « Le diabète et la nutrition ». Il paraîtra dans 2 mois à Elsevier Masson. Nous en sommes très fiers de l'avoir, ce livre, parce que c'est une inspiration de la collaboration diabétologie et nutrition qui a été faite ici à Fès. Et ça a inspiré le professeur Luis Monnier pour ce travail. Merci au stade. Professeur Benranem, on vous a pris un petit peu la parole. Je donne à M. Chibes. Excusez-nous. Merci. Bonjour. On va enchaîner avec notre maître Mohamed Gharbi, professeur Mohamed Gharbi Benranem. Oui, je peux avoir le micro? Salam alaikum. Donc, on va enchaîner avec notre maître, monsieur le professeur Mohamed Gharbi Benranem. Professeur Mohamed Benranem, vous connaissez tous, est une personnalité scientifique qu'on a beaucoup de respect. Est-ce que je peux avoir le micro? Donc, je disais que on va enchaîner avec professeur Mohamed Gharbi Benranem. Et comme vous connaissez, c'est Mohamed Benranem est une personnalité scientifique très active à l'échelle nationale et internationale. D'ailleurs, il est professeur de néphrologie à la faculté de médecine de Casablanca et au CHU de Casablanca. Et il est président de la société, du bureau d'Afrique de la Société internationale d'Afrique. Également professeur d'hypertension artérielle, de la Société marocaine d'hypertension artérielle, et il était ex-président aussi de Société de néphrologie. Bon, pour vous dire qu'il est très actif, il a participé à plusieurs études et plusieurs projets à l'échelle nationale, et nous avons l'immense plaisir de le voir parmi nous. Aujourd'hui, professeur Mohamed Gharbi Benranem, il va nous traiter la néphroprotection et surtout, faut-il revoir notre approche. Cette communication est parrainée par les laboratoires Sotema. Ils sont remerciés. Vous avez la parole.
Merci beaucoup, Sabtef, pour vos mots gentils. Moi, c'est toujours un plaisir de me retrouver avec mes amis de l'ADN. Je vous rappelle que je suis aussi membre, et donc je ne suis pas invité, hein, je suis chez moi. Et aussi, merci à Sotema de m'avoir sollicité pour ça. Et j'ai toujours une difficulté avec mes amis. On a tellement parlé de néphroprotection, ceux qui la connaissent, j'allais dire, aussi bien que moi. Je n'ai pas toujours des choses, j'allais dire, à leur proposer de nouveau. Et je me suis posé la question, qu'est-ce qu'on peut approcher? Et je reprends ce schéma qu'on a peut-être déjà vu. C'est celui de la prévention secondaire. Bon, je vais faire pour les gens qui viennent de découvrir. Ça, c'est la population normale. Ça, c'est le sujet à très haut risque. D'accord? De faire une maladie rénale. Une maladie démarre toujours par une lésion, par exemple une albuminurie, et puis il installe une baisse de la fonction, par exemple une insuffisance rénale, et puis il perd la fonction et on a besoin de dialyse. Et puis le malade peut décéder, et entre-temps, on peut faire des complications. Tout ce qui se fait ici, chez la population normale ou à haut risque, ça s'appelle la prévention primaire. Tout ce qui se fait ici pour éviter les complications et le décès, ça s'appelle la prévention tertiaire. Et tout ce qui se fait ici pour éviter l'évolution de la lésion à la perte de la fonction, ça s'appelle la prévention secondaire. 3 grands axes. Il faut d'abord faire le diagnostic. Et le seul moyen, c'est le dépistage parce que c'est une maladie silencieuse. Il n'y a pas une autre politique pour le moment. Le deuxième, c'est de traiter la cause de cette maladie rénale. Et en général, vous la retrouvez dans la population à haut risque. Et enfin, essayer de ralentir cette évolution. Et ça, c'est toute la stratégie néphroprotection. La réalité chez nous, au Maroc, c'est, j'allais dire d'un point de vue, lorsque vous avez une vision globale, regardez d'où est-ce qu'on est allé. On est autour de 100 par million d'habitants de malades en dialyse, c'est autour de 3000. J'avais fait la première enquête nationale pour la mise en place du registre, on avait ce chiffre-là, 162. Il y a eu une décision politique, c'est-à-dire les pouvoirs publics du pays ont décidé de permettre l'accès universel à la dialyse à tous les citoyens marocains, en élargissant bien sûr l'AMO aux salariés et aussi en mettant en place le RAMED. Bien sûr, on a quelques difficultés, mais globalement, on arrive à mettre en place tous les gens en dialyse. Regardez où est-ce qu'on en est. Ici, c'est en 2015. En 2017, on est à un chiffre de 530. On est passé en 2005 de 5 000 malades en dialyse. En 2017, on est 25 000 malades en dialyse. On est multiplié par 5. Et ce qui est, j'allais dire, un peu inquiétant, ce que nous avons calculé, nous pensons qu'en 2030, on sera à 1200 par million d'habitants, ce qui nous fait globalement, on aura une population de l'ordre de 50 à 60 000 dialysés. Actuellement, on est à 25 000. Nous consommons le 1/3 du budget des ALD de l'assurance maladie obligatoire. C'est-à-dire, si je multiplie actuellement par 2, nous passons de 25 à 50 000, nous allons consommer les 2/3 du budget et que peut-être on ne pourra plus financer la dialyse. C'est très important. Donc, première stratégie, bien sûr, c'est de réduire les arrivants. C'est de réduire les nouveaux patients qui arrivent en dialyse et donc de faire de la néphroprotection. Ne pas faire arriver les gens au stade de dialyse et agir en amont. Donc, il faut se poser des questions. Est-ce que déjà ce que nous connaissons, notre savoir, ce que nous savons, est-ce que nous le faisons bien? Première question. Et deuxièmement, est-ce qu'il y a des choses qu'on devrait, j'allais dire, faire de nouvelles découvertes, de nouveau? C'est ça les 2 grandes questions et que j'ai essayé un peu de voir. La première, donc peut-on être plus efficace? Et pour moi, l'efficacité, c'est qu'il y ait moins d'arrivées. Actuellement, entre 3 000 et 4 000 nouveaux Marocains arrivent en dialyse chaque année. Il faut qu'on arrive à moins. Il y a des pays qui sont arrivés, comme par exemple le Hong Kong, etc., mais ils avaient d'autres choses, ça s'appelle les plantes chinoises, mais ça avait un autre problème, ce qui n'est pas notre cas. Peut-on plus être efficace? La première efficacité, c'est d'agir sur la cause de la maladie rénale, et l'étude Marema a démontré qu'on avait 2 causes principales, le diabète et l'hypertension artérielle. Donc, ça veut dire que déjà, nous tous, médecins, nous devons d'abord, au cours du diabète de l'âge, chercher la maladie rénale. Malheureusement, je suis désolé de le dire, on continue à avoir des diabétiques hypertendus. Pendant 15-20 ans, jamais on n'aura dosé la créatinine, jamais on leur a fait une bandelette urinaire, jamais on a dosé l'albuminurie, c'est une réalité. Et donc, on doit se faire un effort, on doit se l'imposer, on doit, j'allais dire, avoir une certaine discipline de manière annuelle, faire ce dépistage de la maladie rénale. Mais ce qui est encore plus grave, c'est que lorsqu'on a fait l'étude Maremar, on s'est rendu compte qu'un diabétique sur 2 ne sait pas qu'il est diabétique. Donc on a un gros problème au Maroc, c'est que la moitié des diabétiques ne se savent pas qu'ils sont diabétiques.
Donc on devrait d'abord faire une politique de dépistage du diabète pour pouvoir faire une politique de dépistage de la maladie rénale. La même chose pour les hypertendus. L'enquête du ministère de la Santé en 2000, 4 hypertendus sur 5 ne savent pas qu'ils sont hypertendus. Et actuellement, 2 hypertendus sur 3 ne savent pas qu'ils sont hypertendus. Parce qu'on n'a pas le réflexe de se mesurer la pression artérielle et les médecins ont perdu le réflexe de mesurer la pression artérielle à chaque consultation. Donc et c'est ça, si on veut gagner la bataille, c'est d'abord de diagnostiquer l'hypertension artérielle. Et quand on a une hypertendue, de tous les en faire la bandelette et la créatinine. Donc c'est la première mesure à faire pour moi, c'est d'améliorer l'accès au diagnostic avant de parler d'efficacité des médicaments et de tout le reste. D'abord faire le diagnostic du diabète de l'HTA et faire le diagnostic de la maladie rénale. Ensuite, si on prend pour faire le diagnostic, on a 2 types de marqueurs, et beaucoup d'amis le savent. On a des marqueurs de lésion, tiens, je vais prendre le foie. Marqueur de lésion, les transaminases. Le marqueur de fonction, le taux de prothrombine, le TP. Par exemple, le cœur, ça sera le CPK ou la troponine pour les marqueurs de lésion, et pour le marqueur de fonction, fraction d'éjection. Pour le rein, les marqueurs de lésion sont essentiellement, le maître symptôme, c'est l'albuminurie. D'accord ? Ensuite, vous avez d'autres, vous avez la leucocyturie, vous avez l'hématurie, vous avez le problème d'électrolyte, vous avez votre échographie qui n'est pas bonne, vous avez l'histologie, etc. Mais disons, la base, c'est l'albuminurie. La difficulté que nous avons, lorsqu'on a une protéinurie détectable à la bandelette, on a une albuminurie au-delà de 300 mg par 24 heures, vous n'avez aucun problème, c'est une maladie rénale. Au-delà de 300 mg par 24 heures, c'est une maladie rénale. Maintenant, moi, la définition internationale actuelle considère au-delà de 30 mg par 24 heures comme un marqueur de maladie rénale. Bien sûr, c'est valable pour le diabète type 1. Ça prouvait, j'allais dire, lorsqu'on a dès qu'on a une microalbuminurie, regardez, les malades commencent à baisser leur débit de filtration glomérulaire, donc la fonction. Il y a un lien entre le marqueur lésionnel et le fonctionnel. Donc on passe par la microalbuminurie, la macro, le syndrome néphrotique, puis l'insuffisance rénale. La nouveauté, c'est que même l'apparition d'une microalbuminurie chez un diabétique peut ne pas annoncer une maladie rénale. C'est-à-dire ces malades-là, regardez, c'est des diabétiques de type 1, peuvent garder une fonction rénale stable. Ce qu'avant on considérait comme, ça y est, on a la signature d'une maladie rénale chez le diabétique de type 1, la présence de microalbuminurie n'est plus totalement valable, il faut faire très attention, ça veut dire il nous informe plus sur l'avenir. Si on prend le diabétique de type 2 et on prend ici l'albuminurie, on divise ici macroalbuminurie, ici micro, ici normaux, et on met une barre, c'est celle de 60 ml/min qui définit l'insuffisance rénale. Ben vous avez des insuffisants rénaux qui sont macroalbuminuriques, oui, vous allez détecter la bandelette par la bandelette. Mais vous avez aussi, j'allais dire, des insuffisants rénaux avec une microalbuminurie. Et vous avez des insuffisants rénaux avec normoalbuminurie. Tiens, je peux avoir une insuffisance rénale chez mon malade sans qu'il passe par le stade de la microalbuminurie. Donc la microalbuminurie, une microalbuminurie normale, ne doit pas me rassurer. Je dois toujours surveiller le débit de filtration glomérulaire. Et c'est ça le principal message. L'albuminurie, je parle de la micro, je ne parle pas de la macro, peut faire défaut, j'allais dire, et nous orienter. Et c'est pour ça qu'il y a toute une recherche, par exemple, sur d'autres marqueurs de lésions rénales, au-delà de l'albuminurie. Par exemple, un des marqueurs, d'accord, ça va être le taux plasmatique de récepteurs solubles de l'urokinase. Peu importe. C'est une protéine qui est la surface de cellules. Lorsqu'on a une maladie rénale, il est lâché dans le plasma, on peut le doser. Si on prend tous les taux et on les divise, le taux le plus élevé, ici au-delà de 400, c'est celui qui est associé avec l'incidence la plus élevée de la maladie rénale. Peut-être que demain, je vais vous raconter une histoire dans une conférence, je vais dire, écoutez, vous voulez diagnostiquer maladie rénale, dosez le taux, le récepteur de ça. Donc, attendez-vous les prochaines années à avoir de nouveaux marqueurs lésionnels de la maladie rénale, au-delà de l'albuminurie, de la hématurie, de la leucocyturie, et donc toute une recherche là-dedans. Donc il faut qu'on arrive à développer de nouveaux marqueurs lésionnels parce que la microalbuminurie, maintenant, elle n'est pas suffisante. Ensuite, là, c'est un cas clinique qui m'a été envoyé récemment, regardez, c'est juillet 2017. On m'a envoyé cette malade, regardez, c'est une malade de 65 ans, j'allais dire, elle n'a rien, sauf une HTA, il n'a rien d'autre.
Et on me l'a envoyé parce qu'il a monté sa créatinine de 12 à 17. Il m'a dit, écoutez, il avait une fonction rénale normale, maintenant il a une insuffisance rénale aiguë. En quelques jours, j'ai cherché, il n'a rien pris. Vraiment rien. Il n'a fait aucun événement. Et qu'est-ce qui s'est passé au début juillet 2017? C'était quoi? C'était Ramadan. Et donc c'était le jeûne. Or, le jeûne n'entraîne pas d'insuffisance rénale par lui-même. C'est pas vrai. Il faut que le rein soit souffrant. Mais la malade elle me dit, écoutez, la créatinine est normale. Bon, on va aller avancer parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Parce qu'on a considéré, parce que moi j'ai fait, c'est simple, j'ai pris l'historique, bon, regardez la photo, elle était froissée. J'ai pris l'historique et j'ai calculé le DFG, j'ai mis les DFG. Qu'est-ce que... Le médecin ne calcule pas le DFG. Il regarde la créate et il pense que c'est normal. Or, cette malade, lorsqu'elle fait le DFG, regardez, il a commencé à baisser déjà en 2013, il est passé 77, 67. En un an et demi, il a perdu 10 millilitres minute. Il a perdu 7 millilitres minute par an. Tous les amis qui sont là savent que ce n'est pas normal. On ne doit pas perdre plus de 1. Et donc déjà, elle pouvait être classée comme insuffisante rénale. Déjà, regardez ici, j'allais dire, mi-2014, on devait interdire le jeûne. Pourquoi on ne l'a pas fait? Parce qu'on ne calcule pas le DFG. Et je suis désolé, la majorité de collègues ne le font pas, ne calculent pas. Ils regardent toujours la créatinine. Il faut calculer le DFG, d'accord? Parce que nous considérons qu'il y a une relation linéaire entre le taux de créatinine et le DFG. Plus le DFG il baisse, plus la créatinine elle monte de manière linéaire. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas le seul paramètre. Le taux de créatinine dépend énormément d'autres paramètres, notamment la masse musculaire, qui, elle, dépend de l'âge, du sexe, de la race et du poids. C'est une relation qui n'est pas linéaire, c'est une relation qui est hyperbolique, et je vais revenir sur cette nature parce qu'elle est très importante. Et si vous regardez par exemple ici chez les hommes, les sujets de race noire ont une créatinine plus élevée que le sujet de race blanche pour le même niveau de DFG. Comme la femme, j'allais dire, il a un taux de créatinine plus bas que l'homme pour le même DFG. En d'autres termes, la majorité des femmes ici sont caucasiennes. À 60 ans, le 60 ml correspond à 10 mg. Souvent, nous considérons chez la femme 11-12 comme normal. D'accord? Chez une femme afro-américaine, donc de race noire, c'est 11-20. Chez un homme caucasien, c'est 12,88. Regardez le différentiel avec une femme caucasienne, il est de 3 mg. Et chez un homme de race noire, regardez, c'est 14,26. Donc il ne faut pas faire confiance au taux de créatinine, il faut calculer DFG. Deuxième élément, cette nature hyperbolique fait en sorte que si je suis à ce niveau-là et je descends à ce niveau-là, le DFG, le taux de créatine ne bouge pas beaucoup. Sur les chiffres hauts du DFG, la baisse du DFG, regardez, de 140 à 70, mon taux de créatinine va passer par exemple de 9 à 11. Et je vais considérer que c'est rien, alors que j'ai perdu la moitié de ma fonction rénale. Le taux de créatinine ne va commencer à augmenter que dans les chiffres beaucoup plus bas, c'est-à-dire lorsque je suis déjà à 50, 40, vous aurez une augmentation, c'est ce qu'on appelle la nature hyperbolique de la courbe. Donc il ne faut pas faire confiance à la créatinine, il faut toujours calculer et on doit remplacer dans nos dossiers le taux de créatinine par le taux du DFG, si vous voulez réellement suivre vos malades. Ça, c'est un premier. Et lorsque vous faites ça, vous allez voir des patients qui vont avoir ce taux-là sur des années. C'est ça le déclin du DFG, et ça peut être un déclin tout à fait physiologique. Nous perdons en moyenne 1 millilitre minute. Au Maroc, on l'a calculé, c'est 0,88 dans l'enquête Marema. Et vous avez des patients, regardez, qui vont évoluer beaucoup plus vite. Et d'autres patients qui vont être rapides. C'est diabétique. Si vous ne faites pas le DFG, si vous ne regardez pas son déclin, vous ne pouvez pas agir précocement et changer la courbe. Et donc, il faut faire très attention, même chez des normo-albuminéries diabétiques type 1, mais diabète type 1, avec normo-albuminérie, on vous dit ne la chercher qu'après 5 ans. Même normo-albuminérie, il peut entamer sa baisse de DFG avec une albuminérie normale. Ne faites pas confiance à l'albuminérie. Regardez toujours le DFG, d'accord? Et sachez que, bien sûr, ceux qui ont une macroalbuminérie, c'est-à-dire une protéinurie détectable,
à la bande urinaire, 50% vont faire le déclin. Ceux qui ont une microalbuminurie, 25%. Et même ceux qui ont une normoalbuminurie, 10% parmi eux vont faire le déclin du DFG. Et vous devez classer vos patients en peu progresseurs ou non progresseurs, en moyennement progresseurs, ou très progresseurs, très rapides, selon la perte du DFG annuel. Vous devez dire que mon malade, une année, il a perdu 1. C'est physiologique. Non, il a perdu 3. Ah, il est un peu moyen. Il a perdu 6, il est rapide. Il a perdu 12, non, il est très rapide. Ma stratégie, ce n'est pas bon, elle ne marche pas. Il est en train de perdre son rein. C'est très important qu'il faut que vous mettiez des étiquettes à vos patients comme ça. On a fait la même chose à Marémar, mais je n'ai pas l'autorisation de la vous montrer tant qu'elle n'est pas publiée. D'accord? Mais on a pratiquement la même chose. Pourquoi? C'est-à-dire même avant 60 ml, qui est la définition de l'insuffisance rénale, vous pouvez faire le diagnostic du déclin avant, très tôt, et démarrer une prise en charge thérapeutique. Donc, au lieu de surveiller le seuil, c'est-à-dire, est-ce que mon malade est arrivé à 60 ml ou pas? Surveillez le déclin. Calculez combien de ml il perd par minute il perd par an. Alors, ensuite, dans le traitement, la première chose, c'est le traitement intensif du diabète. C'est valable dans le diabète type 1, c'est valable dans le diabète type 2. Je ne vais pas vous apprendre ça, vous connaissez tout ça. Le plus important au cours de la maladie rénale, c'est lorsqu'il y a une insuffisance rénale. Il y a beaucoup de médicaments qu'on peut utiliser même en dessous de 60. Malheureusement, beaucoup de collègues encore arrêtent tout. Et mais tous les malades sous insuline, on l'arrête en tout. Non. On peut utiliser par exemple la metformine. La metformine, vous pouvez utiliser jusqu'à 1,5 g. J'allais dire dans le stade 3A. Il y a d'autres médicaments qu'on peut utiliser même à des stades très avancés. Bon, je ne vais pas faire de la publicité ici, à vous de découvrir. Simplement vérifier dans chaque classe dont vous avez besoin pour vos patients, est-ce que vous pouvez le continuer ou pas, et adapter les doses. D'accord? En plus, par exemple, si on prend le cas de la metformine, on est même en train de découvrir des caractéristiques de nephroprotection et actuellement, on demande à ce que les guidelines soient moins restrictifs et de permettre à utiliser, par exemple, d'autres antidiabétiques oraux, même à stade 3A ou stade 3B, c'est-à-dire entre 60 et 45 ou entre 45 et 30. Donc, il faut qu'on évite de sous-traiter le diabète en cas de l'insuffisance rénale. Pour l'hypertension artérielle, c'est le deuxième élément fondamental. Sachez que plus vous baissez la pression artérielle, plus vous gagnez au niveau rénal. Toujours. Là où il est le malade, même à 11, même à 10, il gagne au niveau rénal. Le problème que nous avons, c'est qu'il augmente sa mortalité cardiovasculaire en dessous d'un certain chiffre. Ça s'appelle la courbe J, par exemple, ici autour de 120. Et c'est pour ça qu'on évite d'amener les patients à ça. Et c'est pour ça qu'on a décidé que pour la maladie rénale chronique, l'objectif, c'est 140-90, globalement. Hein. Globalement, si vos malades sont 140-90, un moins, c'est très bien. D'accord? Donc on n'a pas besoin d'aller chercher du 120, etc. Mais le problème, cette superbe étude d'Irsel Alami, mais ça c'est une étude, c'est-à-dire suivie avec un prof, avec les collègues qui savent qu'ils sont surveillés, etc. Ils prennent de nouveaux malades, la première fois, des hypertendus, l'inclusion, et puis vont voir ce qu'ils sont devenus 3 mois après la prise en charge par les médecins. Donc qu'est-ce qu'on va évaluer? L'efficacité de la prise en charge. Seulement 46,8%, donc la moitié des malades, ont normalisé. Donc on a un malade sur 2 dans une étude, ce n'est pas la vraie vie. Les résultats dans les études, ce n'est pas la vraie vie. Dans une étude, un malade sur 2 n'est pas contrôlé. Il y a un problème. Quand vous demandez, alors, très bien, docteur, il n'est pas contrôlé, qu'est-ce que vous faites? Il y a 3% qui vous disent, écoutez, je vais changer. Je vais passer à la combinaison. Il y a 13% qui disent je vais changer de médicament. Et il y a 15% qui disent je vais augmenter la dose. Un tiers se sont exprimés. Et 2 tiers, qu'est-ce qu'ils ont dit? Je ne fais rien. Ça s'appelle? C'est de la médecine? Je suis désolé. Il y a quelque chose à faire, il faut le faire. Lorsqu'on s'arrête, on n'arrive pas, on demande un avis. Mais on n'a pas le droit de dire que, allez, je continue le même traitement, même si le malade n'arrive pas à l'objectif. À moi, dites-moi qu'il est intolérant, qu'il ne supporte pas, qu'il y a des effets secondaires. Là, d'accord. Donc, c'est quelque chose de très important. Il faut qu'on fasse le boulot. Un autre aspect, le malade rénal chronique est ce qu'on appelle un non-diper, c'est-à-dire qu'il baisse moins sa pression artérielle lors du sommeil. Et ce caractère non-diper, il va en augmentant plus l'insuffisance rénale. Si vous prenez, par exemple, un malade en trithérapie, vous prenez un médicament, vous le donnez le soir, au lieu du matin.
D'accord? Vous réduisez mieux la pression artérielle. Ça s'appelle de la chronothérapie. D'accord? Vous avez 3 médicaments, donnez un médicament le soir. Ça vous permet de baisser, il va mieux respirer, etc. Et on améliore le résultat, on n'a pas le temps. Donc il faut qu'on améliore le niveau tensionnel. Ensuite, la base de la néphroprotection, on a dit la cause, la pression artérielle, c'est réduire la protéinurie. D'accord? Parce que la protéinurie, ce n'est pas seulement un marqueur de lésion, c'est un produit toxique pour le rein. Il induit de l'inflammation, il induit de la fibrose, il induit de la vasoconstriction, il va aggraver les lésions. Donc il faut réduire le taux de protéinurie. On sait le faire puisqu'on peut corriger une microalbuminurie ici par un ARA2. On peut prévenir l'apparition de la macroalbuminurie et on peut même réduire la macroalbuminurie. On sait le faire. D'accord? Donc l'inhibition du système rénino-angiotensin, c'est quelque chose de fondamental. Maintenant, est-ce qu'on peut faire mieux? Parce que tous les malades ne répondent pas. Est-ce qu'on peut réduire la protéinurie sans inhibition? Bien sûr, vous pouvez réduire la protéinurie sans inhibition. En donnant un antihypertenseur, ça réduit la protéinurie. En réduisant le sel, si vous passez de 200 à 50 millimoles, c'est-à-dire de 12 grammes, ce que nous prenons actuellement, à 3 grammes, en leur enlevant simplement le pain sans sel et pas de conserve. Le khiyar, le zitoun, tout ça à ne pas prendre. Et ça, vous réduisez la protéinurie que par le régime sans sel. Placebo. Maintenant, on va rajouter ici un ARA2. Bien sûr, on va réduire la protéinurie. Mais encore mieux, si on fait le régime sans sel. Et si on rajoute un diurétique, on réduit encore la protéinurie. Donc l'association restriction salée, inhibition systématique diurétique, elle est performante. On passe des choses du 4 à moins de 1. Donc l'inhibition système rénino-angiotensin ne se conçoit que dans un contexte de déplétion sodée. Un autre exemple. Vous prenez vos malades, ils ont protéinurie, vous leur donnez. Tous, ils ne vont pas répondre de la même manière. Les bons répondeurs, ce sont qui réduisent de plus de 50% de la protéinurie. Il y en a qui vont répondre entre 25 et 50, c'est ce qu'on appelle les moyens répondeurs. Et il y en a ceux qui ne répondent pas, résistants. Kainil, on les a. Il faut augmenter la dose, il faut donner la double dose. D'accord? Ça, par exemple, vous étiez à 140, 150 d'irbésartan, vous passez à 300. Ça ne marche pas. Ben regardez, il faut ce qu'il faut faire. Il faut faire le malade, sous régime sans sel. Qu'est-ce qu'elle fait la protéinurie? Elle baisse. Vous rajoutez un diurétique, qu'est-ce qu'elle fait la protéinurie? Chez le résistant à l'ARA2, donc, ne parlez pas de résistance sans mettre le malade sous régime sans sel et sans déplétion sodée par un diurétique. D'accord? Donc ça s'appelle l'optimisation de l'inhibition système rénino-angiotensin par la déplétion sodée. Enfin, actuellement, on est en train de voir les différentes voies de signalisation, on n'a pas beaucoup de temps, c'est voir les différents mécanismes qu'il y a. Alors il y a les mécanismes hémodynamiques, il y a dans la maladie rénale, il y a la déplétion des cellules, il y a le stress oxydatif, il y a le trafic des cellules inflammatoires, il y a la fibrose, il y a les dépôts de matrices, tout ça. Tout ça, ça a entraîné, j'allais dire, une recherche extraordinaire. Par exemple, spironolactone, que vous connaissez, anti-aldostéronien, ben, il réduit la protéinurie et il abaisse le déclin. Donc on peut le concevoir après un ARA2 ou un IEC. Ça s'appelle un double blocage. Mais bien sûr, il va falloir faire attention à la kaliémie. Donc, on peut le faire. Actuellement, on est en train de voir un autre minéralocorticoïde, l'épérénol. Voici un diabète expérimental chez un rat. Lorsque vous rajoutez un IEC, vous réduisez ici le collagène 4, ici le fibrinogène. Si vous donnez l'épérénol seul, vous réduisez aussi. Si vous donnez tous les deux, pratiquement, vous faites disparaître la glomérulosclérose. Donc, il y a du travail et probablement, il y aura un truc clinique. Tout à l'heure, on a parlé de phosphodiesterase. Ben, l'inhibition aussi réduit la protéinurie. Ça aussi, c'est un truc qu'on recherche. Et enfin, quelque chose que vous connaissez très bien, les inhibiteurs du SGLT2. Aussi, le déclin du DFG est moins important aussi de 2016 que, par exemple, si on ne le donne pas. Il y a de la note. C'est pour ce que je vous disais tout à l'heure. On commence à découvrir des caractéristiques de néphroprotection chez les nouveaux antidiabétiques oraux, et même les anciens comme la metformine. Donc, je pense que ça va changer et donc on attend, j'adhère beaucoup, d'explorer de nouveaux horizons thérapeutiques. Et je vais conclure par cette plaque que j'ai, je crois, centaines de fois présentée. Ça a été un plaidoyer extraordinaire par toute la communauté médicale. On voulait s'inspirer pour la maladie chronique de ce que font les médecins qui s'occupent du diabétique. C'est qu'ils sont quelque chose d'extraordinaire pour moi, c'est l'éducation thérapeutique qu'on ne nous a pas appris, nous, à faire, par exemple, nous, les néphrologues. Mais surtout que le malade chronique, quel qu'il soit, diabétique hypertendu ou le malade rénal chronique, il a besoin de beaucoup de compétences. Du cardiologue, du diabétologue, du nutritionniste, etc. Ben, il faut les organiser. Il faut que ces gens-là travaillent sur un support commun.
Il peut être numérique ou peut être en papier. Il faut qu'il travaille avec des guidelines. Mais si je prescris ça, le lendemain, l'autre, il va changer. Il faut qu'on travaille avec des protocoles. Et tout ça, on peut le mettre soit en un réseau, soit on peut le mettre dans un lieu physique. Ça s'appelle le centre multidisciplinaire de prise en charge. C'est ce qu'on a, là, on a écrit au ministère. Et en 2 octobre 2005, monsieur le ministre sort une circulaire importante. Pour moi, elle est importante parce que c'est la première fois qu'il met en place ce qu'on appelle des filières spécifiques pour 8 maladies. 8 maladies au Maroc. Normalement, on a, j'allais dire, la base juridique et réglementaire pour laisser, dont l'hypertension et le diabète. Et surtout, ce qui est nouveau, c'est que lorsqu'on a fait les études, on nous disait, il y a le CHU au top, et puis il y a l'hôpital, et juste au-dessus, il y a le centre de santé. Il y a 3 niveaux. Et en fait, c'est un 4e niveau qui est créé, c'est ce qu'on appelle les centres de santé de 2e niveau. Ces centres de santé de 2e niveau sont santé qui vont s'occuper de maladies chroniques. Les hypertendus, les diabétiques, etc. etc. Et nous, on a été très contents de voir, par exemple, qu'on introduit les paramètres UNEC comme l'albuminurie, la créatinine, d'avoir une consultation de néphrologie à l'intérieur. Et pour moi, je pense que c'est l'avenir. Surtout, il est fondamental que nous instaurions pour l'hypertendu, pour les diabétiques, pour la maladie chronique, un parcours de soins inclusif. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour cette excellente communication pleine de nouveautés. Et je vous remercie encore une fois pour le respect du temps, comme d'habitude. Et on peut prendre 1 ou 2 ou 3 questions rapidement pour ne pas piétiner sur le reste du programme. Oui. Oui. Merci, professeur, pour votre communication. J'ai juste besoin d'un éclaircissement. Que pensez-vous de l'étude IRMA qui stipule que la néphroprotection n'est obtenue qu'à 300 mg d'irbézertan, alors que nous, il nous arrive de donner pour, par exemple, les normotendues, pour la néphroprotection, la moitié de dose de 50 mg de losartan ou autre. Qu'en pensez-vous? Alors, chaque malade est différent. Chaque malade il a un système vasculaire différent. Et nous ne répondons pas tous de la même manière aux mêmes doses. Donc, au fait, ce qui est le plus important, ce n'est pas la prescription d'une molécule particulière. Par exemple, un IEC en ARA2. Monsieur le photographe, si vous permettez, j'aime regarder la personne qui m'a posé la question. Le plus important, c'est pas que ce que j'ai donné. Le plus important, c'est ce que j'ai obtenu à la fin de la protéinurie. Parce que le pronostic n'est pas défini par la molécule que vous prenez. Le pronostic, il est défini par le taux de protéinurie que vous obtenez. Donc, si votre malade vous donne 150 mg d'herbizartan, ou admettons, moi par exemple, si je suis très âgé, je démarre par 75 pour voir la tolérance. Je contrôle le potassium et la créatinine à 3 jours, à 7 jours. Et si c'est bon, etc., je monte à 150. Et après, je me donne 3 mois. Il n'y a pas d'urgence. Ce n'est pas dans 1 semaine qu'il faut voir, c'est dans 3 mois, 6 mois. Je prends mon temps, ça ne marche pas à 3 mois, etc. Je monte à 300. Peu importe. J'allais dire, chaque malade, vous aurez des malades qui vont répondre, moi j'ai des malades qui répondent à 75. Mais j'ai d'autres qui ont besoin de 300 mg. Donc, ce qui est important, c'est qu'il y a un lien direct, bien sûr, entre la dose et la réponse, parce qu'il faut saturer les récepteurs. Mais le plus important pour notre clinicien, c'est le résultat final obtenu. D'accord ? S'il vous plaît, oui, c'est la meilleure méthode pour calculer ce DFG, voilà, donc sa fiabilité chez les laboratoires. Alors ça voilà, suppose... merci. Ouais, merci. 1, oubliez la clairance urinaire des 24 heures. D'accord ? Elle n'est pas valable. Oubliez la formule Cockcroft et Gold. Elle n'est plus valide. Tafrine. Donc il vous reste 2 formules. Vous ne pouvez pas le calculer vous-même. Vous avez besoin d'un calculateur. Je pense en général, la majorité d'entre vous ont des smartphones. Vous pouvez télécharger l'application, vous avez un calculateur. Seulement, on a un problème, on n'a pas un problème avec le dosage. C'est-à-dire, un dosage de n'importe quelle substance, il se fait vis-à-vis d'un témoin. Ça s'appelle la calibration. Alors ce témoin, il peut être fait avec la même méthode de dosage. Dans ce cas-là,
c'est la méthode de Jaffe, la colorimétrique, ou il peut se faire avec une méthode de référence, c'est l'HPLC, ou ça s'appelle IDMS. IDMS, isotopic dilution mass spectroscopy. Il y a des laboratoires qui ont les moyens, ils s'abonnent, qui ont le référent IDMS et ils calibrent leur machine IDMS. Il y en a qui ne le font pas, et c'est aussi valable, qui calibrent avec un témoin fait par la colorimétrique. Mais les formules, il y a 2 formules MDRD. Donc quand vous avez téléchargé l'application, le calculateur MDRD, il va vous demander l'âge, vous allez mettre l'âge. Il va vous demander le sexe. Il va vous demander la race. Il va vous demander la méthode de standardisation. IDMS, oui ou non. Et vous devez la cliquer. Donc l'information dont vous avez besoin, c'est laquelle? C'est de savoir ce que le laboratoire il fait. Et c'est pour ça que je vous conseille de travailler toujours avec le même laboratoire. Le plus important, ce n'est pas l'exactitude du chiffre. Le plus important, c'est l'évolution du chiffre. Moi, je suis dérangé quand un malade me vient avec 5 bilans chez 5 laboratoires, je ne sais pas travailler. Je lui demande de faire ça 2-3 fois chez le même laboratoire. Donc l'évolution, ça c'est le premier point. Désolé monsieur le modérateur, j'ai pris un peu de temps. Et il y a l'autre formule qui s'appelle CKDIP. Celle-là, vous ne pouvez l'utiliser que s'il y a calibration IDMS. D'accord? Donc, c'est votre laboratoire, ne fait pas calibration IDMS. Voilà. Merci, professeur Belghanem. On enchaîne.